Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Au sommaire de votre JT ce soir, suite de notre série de témoignages un an après le début de la crise sanitaire, nous recevrons ce soir Benoît de Sévelinges. Le directeur du centre hospitalier Princesse Grace reviendra sur cette année exceptionnelle avec nous. Ce sont deux secteurs qui ont été touchés de plein fouet par cette crise et qui peinent encore à se relever. Le secteur du tourisme et de l'événementiel est au point mort. Nous l'évoquerons avec le dirigeant de société, Salim Zegdar. Dans ce journal également, nous reviendrons sur la commission de coopération franco-monégasque et la célébration de la Saint-Patrick qui a illuminé la principauté de Ver. Mais l'information du jour, c'est la prolongation de l'ensemble des mesures sanitaires en principauté jusqu'au 2 avril inclus. Le couvre-feu entre 19h et 6h restera donc en vigueur pour 2 semaines supplémentaires, tout comme les mesures au sein des restaurants. Les derniers chiffres démontrent que la circulation du virus est toujours active. La situation sanitaire impose donc de ne pas baisser la garde. Ne pas baisser la garde, c'est le mot d'ordre d'ailleurs depuis le début de l'épidémie face à un ennemi invisible que l'on connaissait que très peu il y a un an. En mars 2020, le centre hospitalier Princesse Grace était en première ligne durant cette crise. Comment l'a-t-il traversée et quels enseignements peut-il en tirer? Pour le savoir, nous avons contacté le directeur du CHPG. Bonsoir Benoît de Sévelinges. Bonsoir Émilie. Un an après le début de la crise sanitaire, comment le CHPG continue de faire face au coronavirus? On reste extrêmement mobilisés puisqu'on fait face à ce qui est qualifié par certains d'une troisième vague. En tout état de cause, nos lits sont aujourd'hui très largement utilisés pour le Covid pour ce qui est des soins intensifs et on voit une nouvelle augmentation des hospitalisations conventionnelles. Oui, et immédiatement, vous avez su vous mettre rapidement en ordre de marche face à un virus dont on ne savait pratiquement rien. On a commencé à communiquer dans l'établissement dès le 30 janvier en disant « Attention, il se passe quelque chose en Chine, on risque d'être impacté ». Dès le mois de février, on avait mis en place un circuit dédié aux urgences puisqu'on commençait à avoir des patients qui arrivaient avec des symptômes qui ressemblaient au coronavirus. Le 28 février, nous avions notre premier patient Covid. Donc à l'époque, encore une fois, la règle, c'était d'envoyer tous les patients Covid au CHU de Nice avec l'idée sous-jacente de concentrer ces patients pour éviter toute contamination. De là, donc, on a eu unité dédiée. À partir du 16-17 mars à peu près, on a commencé à hospitaliser des patients et la déprogrammation surtout de l'ensemble des activités non urgentes qui a eu lieu le lendemain du confinement. Alors quels enseignements tirer de cette crise? Vous venez d'évoquer le mot mobilisation, on a vu aussi beaucoup de solidarité entre les services. S'il y a quelque chose à retenir de cette crise, c'est la pluridisciplinarité. Et on a eu une réaction du monde soignant en général, médecins et paramédicaux, qui a été de se retrouver et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Donc les solutions, ça allait de la solution basique de comment on isole un service qu'on ne devrait pas pouvoir isoler, à le staff pluridisciplinaire tous les matins. Cette discussion, ce qu'elle permet derrière, c'est d'arriver à la meilleure prise en charge possible des patients. Cette approche-là, on l'a conservée. On l'a conservée pour d'autres pathologies qui aujourd'hui en bénéficient. Cette approche-là, elle a aussi réveillé un certain nombre d'envies de nos médecins et professeurs, puisque l'hôpital est doté de professeurs des universités en nombre et en qualité très importante, de faire de la recherche. Donc on a de nouveau des projets de recherche clinique qui sont très novateurs, des publications qui ont eu lieu avec une renommée internationale, donc c'est pas rien pour le petit CHPG de Monaco. Et puis, on a réfléchi à nos circuits patients. On s'est retrouvés très contraints en réalité, c'est-à-dire qu'il fallait faire venir le moins possible les patients, donc on s'est réorganisé. On a créé le Prostate Center, le Pelvis Center, qui vont permettre un diagnostic sur une seule journée. On a aussi opté pour des modes d'hospitalisation qui sont plus flexibles et qui consomment moins de personnel. On a développé aussi l'ambulatoire. Ça nous permet de ne pas consommer trop de personnel la nuit. Donc voilà, en réalité, l'hôpital s'est amélioré et a gagné en qualité parce que, devant l'adversité, il a fallu que tout le monde mette de l'eau dans son vin et aille vers le meilleur qu'on pouvait proposer à nos patients. Et le meilleur a été encouragé tous les soirs, des milliers de personnes qui applaudissent à leur balcon pour le personnel soignant. Ce témoignage, ce soutien était important en temps de crise, Benoît? C'était très important, c'était très émouvant et ça nous faisait vraiment chaud au cœur. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux qui nous soutiennent toujours. Parce qu'aujourd'hui, nous continuons à avoir des donateurs qui nous proposent leur aide, qui nous est précieuse.
On a aussi des restaurateurs qui continuent à nous fournir régulièrement des petites gourmandises pour nos professionnels. Et puis, on trouve régulièrement des petits dessins d'enfants dans nos boîtes aux lettres ou sous les portes. Et ça, je peux vous dire que ça touche énormément le personnel hospitalier. Vous parlez d'isolement, qu'en est-il des mesures prises dans les maisons de retraite? On le sait, ce sont des personnes fragiles, des personnes à risque. Alors en maison de retraite, on a eu le plaisir et le bonheur de constater une très forte adhésion à la vaccination. Donc dès ce week-end, on est très content de pouvoir à nouveau accueillir les proches sur des visites une fois par jour, un visiteur par jour. Certes, on reste quand même prudent, mais sur une durée libre. Alors que pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, on va devoir garder des mesures beaucoup plus strictes, qui sont une limite de 3 visites par semaine d'1 heure avec un visiteur. Vous le disiez il y a un an, Benoît, qu'il était compliqué d'avoir une visibilité sur la durée de la crise sanitaire. Vous l'avez dit encore aujourd'hui. Avec l'apparition de variants, les pics épidémiques, la France parle même d'une forme de 3e vague. On a l'impression qu'à Monaco, l'épidémie est sous contrôle. Est-ce que c'est le cas et quel est le bilan sanitaire aujourd'hui? Malheureusement, je ne dirais pas du tout que l'épidémie est sous contrôle à Monaco. Pour 2 raisons. Déjà, en une semaine, on a 25% d'hospitalisation en plus, 30% d'augmentation sur les patients en soins intensifs et surtout des services de soins intensifs qui sont saturés. Le profil de patient, il a évolué. Aujourd'hui, les patients qu'on a dans les lits, ils sont plus jeunes, beaucoup plus jeunes. Ils ont moins de comorbidités, voire pas de comorbidité, et ils restent très longtemps, ce qui ne nous donne pas de perspective de vider les lits, entre guillemets, de retrouver de la capacité en soins intensifs rapidement. Néanmoins, on a augmenté de 190% notre capacité d'accueil en soins intensifs. On a utilisé l'ensemble des capacités d'orthopédie pour mettre en place des capacités d'accueil pour le Covid, qu'elles soient graves ou pas graves. Tout ça pour vous dire que on gère, on prend notre charge. J'entends les mauvaises langues dire qu'on envoie nos patients à Nice. Il n'y en a pas un seul qui est parti, donc c'est assez drôle. Néanmoins, il faut rester prudent. Là, on a 15 jours qui sont déterminants. 15 jours, pourquoi? Parce que 15 jours, c'est le retour des vacances. Et on voit bien que l'augmentation, elle est liée directement au retour des vacances. Et puis parce qu'on aura un petit peu plus d'éléments sur la vaccination, la disponibilité des vaccins et le rythme vaccinal. Encore une fois, ce qui compte ici, ce sont les risques de maladies à forme grave. Si les gens se vaccinent, ils ne font pas de forme grave, ils ne remplissent pas les lits d'hôpital et on peut vivre normalement. Et dans ces lits d'hôpital, on peut y soigner de la cancéro, de l'orthopédie, de la médecine générale. D'où l'importance de se faire vacciner et de toujours respecter les gestes barrières. Merci infiniment, Benoît de Sévelinges, d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer ensemble cette année passée, cette année de crise sanitaire. Merci. Merci, Émilie. Et entre confinement, couvre-feu, restrictions, cette année aura été anxiogène et n'aura pas laissé la population psychologiquement indemne de tout ça, comme nous le confiait d'ailleurs en début de semaine le docteur Valérie Aubin, chef du service psychiatrie au CHPG. Et vous, arrivez-vous à garder le moral? C'est la question que nous vous avons posée ce soir. Tout ce que je me dis que ça va pas, je le transforme et je me dis ça peut aller mieux parce que grâce à tout ce que tu vis et ce que tu apprends, tu peux aider d'autres personnes à aller bien. Oui, on est quand même pas confiné en journée, donc on peut quand même profiter, comparé à d'autres pays, quand même du soleil, du parc pour les enfants. On n'est pas, voilà, le fait qu'il n'y ait que le couvre-feu le soir, déjà, c'est bon pour le moral. On a quand même le droit de sortir au soleil, donc c'est déjà pas mal. Il faut le garder, hein, parce que bon, même si c'est dur, mais il faut le garder parce que c'est ce qui nous fait tenir et qui nous donne l'espoir de sortir de ce mauvais pas, quoi. Propager la bienveillance, propager un peu plus d'amour autour de moi, pour mes proches, pour les gens que je rencontre, et make someone's day. Ça me permet de me sentir bien et de garder le moral parce que je me dis il y a toujours pire. Il y a eu tout ça, mais il faut être positif, il faut aussi se rendre compte qu'il y a des côtés qui nous ont fait du mal et qui ont été difficiles, mais maintenant je pense qu'on est plus fort, on essaie de tirer des leçons positives de tout ça. De la positivité, en effet, cela fait du bien. Parlons de toute autre chose à présent. La commission de coopération franco-monégasque s'est réunie aujourd'hui au Grimaldi Forum. De nombreux sujets ont été abordés entre autorités monégasques et françaises. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy et d'Alexandra Marangoni.
C'est un rendez-vous traditionnel qui permet d'aborder plusieurs thématiques lors de la réunion de la Commission de coopération franco-monégasque. Figurait à l'ordre du jour la question de la négociation en cours d'un éventuel accord d'association entre Monaco et l'Union européenne. Les discussions se sont également tournées vers la santé, le droit du travail, la sécurité, la formation ou encore le transport. Nous avons abordé tous les sujets, y compris les sujets qui n'étaient pas faciles, pour lesquels nous n'étions pas tout à fait d'accord, mais nous l'avons fait dans un très bon état d'esprit. Il y a eu la question financière liée au CTTR entre la France et Monaco. Il y a eu bien sûr les sujets de la coopération en matière sanitaire dans le cadre de la pandémie. Nous avons entériné, même si nous ne l'avons pas signé aujourd'hui, un accord sur la sécurité au sein du tunnel Régnier 3. Les échanges ont confirmé la nécessité d'une étroite collaboration entre la France et la Principauté. Les discussions se sont révélées constructives sur l'ensemble des sujets abordés dans un climat de confiance réciproque. Il fallait vraiment qu'on tienne cette réunion de la commission bilatérale, puisque la dernière avait eu lieu en avril 2019, c'est-à-dire il y a 2 ans, et que c'est un moyen de faire un point général sur tous les sujets avec l'ensemble des interlocuteurs parisiens qui traitent des questions d'intérêt commun. Et à l'issue de cette réunion, un accord sur l'enseignement artistique a été signé entre la Principauté et la France. Et à l'issue de cette session, un deuxième accord de coopération a été signé. Il vient renforcer les modalités de formation des plongeurs de la division de la police maritime et aéroportuaire. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre de l'Intérieur, Patrice Sellario. Il est au micro de Vanessa Dessy. C'est un élément très important parce que l'évolution des textes et des réglementations fait qu'on a besoin d'avoir des personnels formés et qui correspondent à ces nouvelles modalités de formation. Il est important que les plongeurs de la sûreté publique puissent intervenir à des profondeurs importantes, en toute sécurité bien évidemment d'abord et avant tout pour eux-mêmes, mais également pour pouvoir intervenir au service de quelqu'un, puisque s'ils étaient en difficulté eux-mêmes, ils ne pourraient pas porter secours aux personnes. Il est temps à présent d'accueillir notre second invité pour faire le point avec lui sur comment le Covid-19 a impacté son activité, ou plutôt ses activités. Salim Zegdar est spécialisé dans le secteur du tourisme et de l'événementiel, 2 secteurs durement impactés par la crise. Le dirigeant de société est avec nous ce soir pour exprimer son ressenti 12 mois après le début de l'épidémie. Il est interrogé par Fabien Bonilla. Salim Zegdar, bonsoir. Bonsoir. Vous possédez plusieurs entreprises dans des secteurs d'activité particulièrement touchés par la crise. Monaco Live Production, où vous organisez des concerts et des spectacles, comme les Sérénissimes de l'humour. Vous avez également une agence de voyage. Quel est votre état des lieux, votre constat concernant cette crise et vos entreprises ? L'état des lieux est plutôt catastrophique. Le voyage est à l'arrêt complet, le spectacle aussi. L'événement, eh bien, écoutez, on mise sur ce qui va se passer, une reprise en début de deuxième semestre, je pense juin et surtout septembre cette année. Mais sinon, c'est plutôt catastrophique. On fait un retour en arrière. Vous attendiez à ce que ce soit une crise aussi longue. On est en mars dernier, mars 2020. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez vu le premier confinement ? Ça n'allait pas durer longtemps, nous étions tous confiants. Si à cette époque-là, on pensait que ça allait durer 1 mois, 2 mois, et puis qu'ensuite on allait revenir à une situation quasi normale. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la blague, elle a duré 1 an, que c'est plutôt difficile, qu'on ne s'attendait absolument pas à tout ça, et qu'aujourd'hui, on est un peu comme la belle au bois dormant. On est endormi, et puis on attend le vaccin charmant pour nous réveiller. Vous avez calculé ce que cette pandémie a coûté à vos entreprises? Parce qu'encore une fois, ce sont vraiment des entreprises particulièrement touchées. Ben, ça a coûté très cher. En 25 ans de gestion de ces entreprises, je n'ai jamais vécu cette situation et on va forcément avoir des résultats, enfin on a eu des résultats sur 2020 catastrophiques puisque pour certaines activités, quand on a bien travaillé, on a fait à peu près 3% du chiffre d'affaires qu'on faisait habituellement. Donc c'est vraiment compliqué.
Bon, après, il y a peut-être aussi d'autres activités plus touchées, mais bon, c'est vrai que les nôtres, dans le spectacle, le voyage et l'événementiel, c'est plutôt sinistré. Un mot peut-être sur les aides apportées par l'État, ça vous a maintenu à flot ou pas du tout? Alors, ça n'a pas maintenu à flot, mais en tout cas, ça a été très appréciable. Heureusement que l'État était là. Et en tout cas, pour le CTTR, ce qui nous a permis quand même, jusqu'à présent, de sauver des emplois, puisque moi, j'ai à peu près une quarantaine de personnes. Tout le monde est en CTTR quasiment. Et j'ai licencié encore personne. Enfin, j'espère ne pas avoir à licencier de personnel. Mais heureusement que l'État était là, que l'État nous a soutenus. Mais ça ne nous a pas maintenu à flot. Et comment arrive-t-on à se réinventer avec cette crise? Ben ça, c'est très difficile. Et puis, se réinventer, c'est vraiment un mot à la mode. Hein. On a ça, c'est facile. Il faut se réinventer. Mais se réinventer, c'est pas facile. Je dirais que plutôt que se réinventer, c'est essayer de s'adapter. C'est regarder peut-être aussi d'autres secteurs d'activité. Là, aujourd'hui, je travaille sur d'autres développements d'activités ou des... Alors, on s'est tous réinventés un peu à travers le numérique pour tout ce qui était organisation de congrès, mais pour le voyage, c'est difficile. Alors, on s'est recentré sur les voyages au sein de l'Hexagone, en France. Mais maintenant, avec la fermeture des restos, des hôtels, etc., bon, tout ça devient quasiment impossible. Donc là, se réinventer sur l'agence de voyage, c'est plutôt compliqué. On va plutôt attendre que les choses se passent, qu'on essaie de retrouver une certaine liberté de mouvement, aussi bien dans le pays voisin que dans le reste du monde. Vous organisez donc les Sérénissimes de l'humour par le biais de Monaco Live Productions. Vous avez repris également Monaco Top Marque. Vous travaillez déjà sur de prochaines éditions malgré la crise sanitaire? Oui, on continue à travailler puisque l'idée c'est de quand même si c'est difficile de rester optimiste, on reste optimiste. L'objectif c'est, aujourd'hui nous travaillons sur Top Marque qui se tiendra du 1er au 5 septembre. Et en ce qui concerne les Sérénissimes de l'humour, elles auront lieu en novembre. Donc là aussi, nous travaillons comme si les Sérénissimes devaient se tenir. D'ailleurs, dans quelques semaines, nous allons ouvrir la billetterie. On a déjà notre programmation. Les artistes ont répondu présents, donc je suis super content. Et puis surtout, on a besoin de ça. On a besoin aujourd'hui d'avoir un objectif en se disant on va... Bien sûr. On va pouvoir refaire les Sérénissimes, on va pouvoir revivre Top Marque, comme on va pouvoir revivre le Grand Prix, comme on va pouvoir revivre le Monaco Yacht Show et les autres congrès, les autres événements en principauté. Un mot peut-être pour finir sur l'affiche de ces Sérénissimes, puisque vous avez dit que vous aviez déjà bouclé. Alors aujourd'hui, nous aurons notre humoriste national, Hassan de Monaco, qui devait donc l'année dernière être déjà présent et donc on l'a reporté, donc on va garder Hassan de Monaco. Nous aurons également Inès Reg, nous aurons aussi le Comte de Boudherbala avec son nouveau spectacle et Elie Semoun avec aussi son nouveau spectacle. Alors ce qui a été bien dans cette période de confinement ou d'arrêt de tournée de spectacle, c'est que les artistes ont pu travailler, peaufiner ou recréer de nouveaux spectacles et on est impatient de les accueillir pour voir leur spectacle. Et ça sera en novembre. Salim Zegdar, merci. Ben, merci à vous. Et on rejoint à présent Frédéric Elion pour le reste de l'actualité. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie, la société JB Pastor et Fils présentait ce matin son nouveau camion électrique sur la place du Palais. En présence du prince Albert II, le souverain a pu découvrir ce nouveau véhicule ainsi que ses principales caractéristiques. Un camion qui sera à la disposition de la Civiam qui réalise les travaux en voirie pour l'ADO sous forme de test. Cette information à présent, le Centre scientifique de Monaco lance la campagne #InvestInHealth. La pandémie de Covid-19 qui frappe le monde depuis un an a mis en évidence les liens entre santé et environnement. Dans ce contexte, le Centre scientifique de Monaco a décidé de lancer cette campagne digitale sur ses réseaux sociaux. Le concept est simple, des mécènes du Centre scientifique, des entrepreneurs, des sportifs ou des artistes de la principauté mettent leur image au service du CSM en expliquant dans de courtes vidéos pourquoi ils s'intéressent à la science et en quoi il est important de soutenir la recherche. Ces portraits seront diffusés tous les 15 jours sur les réseaux sociaux du Centre scientifique.
Et enfin Frédéric, la commission d'insertion des diplômés vient de remettre à ses membres son rapport d'activité pour l'année 2020, Frédéric. Depuis sa création en 2010, la commission d'insertion des diplômés multiplie les actions en faveur de l'avenir professionnel des jeunes de Monaco. Elle est chargée de faciliter l'accès à la vie active des jeunes diplômés monégasques, résidant ou ayant des attaches avec la principauté, en développant des liens avec les entreprises dynamiques et performantes de la place monégasque. Merci Frédéric. Vous l'avez peut-être remarqué hier, quand la nuit est tombée en principauté, plusieurs bâtiments se sont illuminés de vert pour célébrer la Saint-Patrick. C'est le cas du Palais Princier, comme vous pouvez le voir sur ces images. La Saint-Patrick était donc à l'honneur en ce 17 mars à Monaco, et notamment à la bibliothèque irlandaise Princesse Grace, où plusieurs temps forts se sont déroulés en présence du prince Albert II et des enfants princiers. Sandrine Nègre était sur place pour vous. Elle est située sur le rocher. La bibliothèque irlandaise Princesse Grace est un lieu qui fait écho aux origines irlandaises de la Princesse Grace, justement, et par là même du prince Albert II, du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. En 2011, d'ailleurs, quelques mois avant leur mariage, le souverain et la future princesse Charlène effectuaient un déplacement à Dublin, puis sur la côte ouest de l'Irlande. Le Saint-Patrick est le jour national en Irlande. Et le Saint-Patrick, il a évangélisé l'Irlande et il a expliqué la Sainte Trinité grâce à le trèfle, qui est devenu en fait le symbole de l'Irlande. Chaque année, à l'occasion de la Saint-Patrick, les élèves de l'Académie Régnier III exécutent donc des œuvres instrumentales et vocales, une belle illustration des relations qui unissent la bibliothèque irlandaise Princesse Grace aux jeunes de Monaco. C'est notre avenir, donc on essaye de tisser des liens au maximum avec la jeunesse pour les intéresser à la culture irlandaise. Donc, plein de jolis livres, des petites activités avec, ils ont une petite table qui leur permet de faire des coloriages, d'emprunter des livres, d'écouter de la musique irlandaise, de les ouvrir au maximum à la culture irlandaise pour qu'ils aiment l'Irlande. Un travail mené aux côtés de Paula Farquharson à la tête de la bibliothèque depuis quelques mois. C'est un honneur de devenir la directrice de la bibliothèque ici. Ça fait un grand plaisir de reprendre le travail déjà fait les derniers presque 40 ans ici. Et c'est vrai, c'est une période un peu difficile avec le Covid, mais on pense de développer ce qu'on fait, les événements virtuels, online. Donc, on va continuer avec les événements sur place avec quelques invités et en espérant que ça va ouvrir après. Mais on va faire un hybride en fait. Et sachez que vous pourrez d'ailleurs très prochainement découvrir en intégralité ce récital et les scènes interprétées par les comédiens de la Monaco Ireland Art Society sur le site internet de la bibliothèque, le www.pgil.mc. Un mot de sport à présent avec vous, Frédéric et Lyon. L'AS Monaco se déplace à Saint-Étienne vendredi en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Après son match nul face au leader lillois, l'AS Monaco a l'occasion de mettre la pression sur les équipes qui la précèdent au classement. Pour cela, il faudra gagner vendredi soir à Saint-Étienne, le 16e de Ligue 1. Les Monégasques peuvent s'appuyer sur une solidité défensive retrouvée avec 3 clean sheets sur les 4 derniers matchs de championnat. Les statistiques parlent pour nous. On a enchaîné des matchs en faisant des clean sheets. Donc ouais, forcément, on peut dire qu'on a retrouvé une certaine stabilité défensive. Depuis le match face à Lorient, on n'a pas encaissé énormément de buts, un seul je crois. Donc il faut vraiment continuer sur cette voie-là si on veut espérer atteindre notre objectif. On a montré qu'on savait rivaliser face à de grosses équipes. On l'a montré face au PSG et il n'y a pas très longtemps contre Lille. Donc forcément c'est vraiment très positif pour nous de voir cette évolution depuis le début de saison. Et comme je l'ai dit, j'espère vraiment que ça va continuer jusqu'à la fin du championnat pour pouvoir atteindre notre objectif. Le plus important pour l'instant, c'est vraiment de sécuriser cette 4e place. Après, comme on le dit souvent, on verra à la fin, sur les derniers matchs, si on est encore dans la lutte pour le podium, on pourra en parler. En cas de victoire, Monaco reviendrait provisoirement à 1 point du PSG et de Lyon. Ces deux équipes s'affronteront dimanche soir à 21h.
Sport, toujours en basket, qu'en est-il du match de Jeep Elite prévu face à Cholet samedi? Après l'annulation du premier match entre la Roca Team et Cholet, prévu lundi soir à la salle Gaston Médecin, en raison de plusieurs cas positifs au Covid-19 au sein de l'effectif choletais, la rencontre de samedi entre les deux équipes était en suspens. La commission sanitaire de la Ligue a analysé le dossier et le match aura bien lieu à Cholet samedi soir. Et on termine par cette annonce concernant le mini-club de Monaco, Frédéric. En raison de la poursuite des travaux de restructuration du complexe balnéaire du Larvoto au-delà de l'été 2021, le mini-club n'accueillera pas d'enfants lors de la saison estivale à venir. La mairie indique sur son site internet que la réouverture est prévue pour l'été 2022. Et il est temps à présent de jeter un coup d'œil sur les prévisions météo pour les prochains jours. Une amélioration est-elle prévue pour demain ? Le ciel sera bien nuageux, Émilie, en première partie de journée, mais pas de pluie de prévu. Le vent va balayer les nuages et quelques éclaircies sont prévues l'après-midi. Côté température, il fera 6 degrés le matin et 11 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h34 pour se coucher à 18h41. Vendredi 19 mars, nous fêterons les Joseph. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition où nous continuerons de recevoir les grands témoins de cette crise sanitaire, un an après le début de l'épidémie. On se quitte en images avec cet hommage au personnel soignant en première ligne contre le coronavirus. Photo signée Manuel Vitali. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.